Bonjour maître, Bonjour. merci de répondre à nos questions. Aujourd'hui nous allons parler un peu plus du Proche-Orient et surtout de la situation des chrétiens au Proche-Orient qui préoccupe beaucoup de monde. Alors pour commencer, le Premier ministre français, Manuel Valls, a été au mois de mai dernier, a fait un assez long voyage en Israël. Il a essayé, apparemment, c'est ce qui a été rapporté, il a essayé de convaincre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de participer à une conférence pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Il a apparemment échoué. Comment expliquez-vous cet échec? Manuel Valls, mais avant lui, d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault s'est rendu en Israël dans un objectif qui est celui d'associer la France au règlement du conflit israélo-palestinien. Et j'aime bien d'ailleurs votre terminologie, le conflit israélo-palestinien, parce qu'il faut le dire, c'est qu'en Israël, la majorité en fait des Israéliens de confession juive sont arabes. C'est la raison pour laquelle quand on parle du conflit israélo-arabe, ça me fait rigoler parce que la majorité sont séfarades, cette population qui est de confession juive certes, mais est issue la plupart des pays arabes, du Maghreb et d'ailleurs, parce qu'on sait d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les gens de Médine du temps de prophète étaient de confession juive. Donc aujourd'hui, la France essaye de jouer un rôle de médiateur entre les Palestiniens et les Israéliens. Cela est fait parce que on se rend compte que les Américains, surtout avec Barack Obama, se concentraient plus au règlement du nucléaire, du dossier nucléaire avec l'Iran, et on voit la France vers la tâche qui est la plus difficile. Maintenant, Manuel Valls est fier surtout d'une certaine proximité, je dirais, avec Israël, et cela est récent d'ailleurs, et c'est lui d'ailleurs qui l'a reconnu, parce que c'est depuis en fait son mariage, ou le prétexte de son mariage, avec une dame donc de confession juive, qu'il a dit que je suis lié charnellement et éternellement à Israël. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est par amour à sa femme, ce qui est très grave d'ailleurs, parce qu'on mélange la vie privée à la vie politique, ou bien c'est par pur opportunisme, il utilise le fait de son mariage avec une dame de confession juive pour se rapprocher donc d'Israël et des différents lobbies sionistes pour avoir, selon lui, peut-être, ou beaucoup de gens, accès plus avec un droit au chapitre, également les médias, et puis j'en passe. Donc, c'est à partir de cet élément-là que Manuel Valls, qui a rompu d'ailleurs avec son soutien inconditionnel à l'époque, il faut le dire, à la résistance palestinienne. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Il pensait de ce fait pouvoir avoir une influence sur ses interlocuteurs ou son interlocuteur israélien, Benjamin Netanyahou. Or, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi et comment les Israéliens vont pouvoir accepter de trouver une solution avec les Palestiniens, parce qu'on le sait très bien que d'une part la résistance palestinienne a été islamisée par l'intermédiaire ou grâce, je dirais, aux Israéliens eux-mêmes qui ont renforcé le Hamas en brisant ce côté de résistance, je dirais, nationale palestinienne qui a été créée, fondée, défendue par des chrétiens. Et d'ailleurs, c'est la même formule qui est utilisée dans les autres pays arabes, par exemple en Irak, en Syrie, au Liban, en Égypte, et j'en passe, où il y a eu une islamisation de la population, de la masse, et pour pallier à ces phénomènes, je dirais, de défense patriotique ou nationaliste arabe. Eh bien,
aujourd'hui, c'est l'intérêt d'Israël, c'est de lutter, c'est de mater, continuer sa politique telle qu'elle est en train de l'effectuer à l'encontre des Palestiniens qui sont vis-à-vis donc du monde entier comme étant l'exemple de l'islamisme et des musulmans en général, et qui sont vis-à-vis de l'opinion publique incompatibles avec la société israélienne qui est plutôt pro-occidentale. Et donc, il fallait, en quelque sorte, s'attendre à cet échec, malgré toute la cour que a essayé M. Valls de faire devant son homologue Benjamin Netanyahou. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, de son côté, a annulé une visite qui était prévue au Liban. Est-ce que vous savez à quoi cela est dû? Y a-t-il un divorce entre la France et le Liban qui était lié par des relations multiséculaires? En effet, les relations entre le Liban et la France datent plus que de siècles. D'ailleurs, c'est des relations, je dirais même millénaires. Et effectivement, elle rencontre beaucoup de difficultés, je dirais même une rupture depuis Nicolas Sarkozy. Et la France a failli d'ailleurs à son devoir de protection, pas simplement donc du Liban et des chrétiens du Liban, mais également de l'ensemble donc des chrétiens d'Orient. En ce qui concerne la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, au Liban, c'est un peu curieux parce qu'elle était prévue le 26 et le 27 mai, et puis elle a été reportée en juillet, au 10 juillet. D'ailleurs, c'est assez curieux. Il y a certains qui l'interprètent parce qu'il s'agissait simplement d'un simple communiqué qui a été envoyé par le Quai d'Orsay pour parler donc de ce report de cette visite. Certains disent que la France serait dans une certaine difficulté pour rencontrer ou ne pas rencontrer les dirigeants du Hezbollah. Certains disent aussi qu'il y a certains dirigeants libanais qui ont montré un certain malaise ou une certaine inopportunité, je dirais, de s'entretenir avec le ministre français des Affaires étrangères, en sachant que la France a perdu son poids et son rôle au Proche et au Moyen-Orient. Voilà les informations que j'ai en ce qui concerne le report de la visite de M. Ayrault. Et ces difficultés dans les relations entre la France et le Liban visent-elles aussi l'ensemble des chrétiens d'Orient? En effet, le Liban est un maillon, je dirais, central, une concentration du pouvoir et du rôle des chrétiens d'Orient. Des chrétiens d'Orient qui d'ailleurs n'est pas une communauté, comme on peut le penser, ce n'est pas une entité. Il existe d'ailleurs une pléthore, comme on le sait, de confessions, de communautés et de rites. Et chacune donc de ces confessions, de ces communautés, s'est construite petit à petit au cours des siècles autour de son église. C'est pour ça d'ailleurs on parle des églises orientales. D'ailleurs, l'ensemble des églises orientales sont divisées entre des églises orthodoxes et une église homologue fidèle à Rome, autrement dit une église catholique, à l'exception d'ailleurs de l'église maronite qui n'a pas une église homologue orthodoxe. Donc ces différentes communautés, il faut le dire, ont bénéficié surtout en Orient d'une tolérance, en particulier une protection par les musulmans, ce qui n'était pas le cas en Occident, où les différentes communautés minoritaires devaient adopter la confession ou le rite majoritaire. Chez les orthodoxes, les catholiques devaient adopter le rite orthodoxe. Chez les catholiques, les orthodoxes, les nestoriens et les autres devaient également adopter le rite catholique, alors que dans les pays musulmans, on profitait de cette tolérance. Et d'ailleurs, même sous l'Empire ottoman, on assistait au régime de ce qu'on appelle les millets,
Autrement dit, chaque communauté non musulmane disposait de son statut particulier. La millet, c'est une sorte de communauté, de nation, à la tête de laquelle il y avait un millet pachi, autrement dit, le chef de cette communauté, qui y était la plupart du temps un dignitaire religieux. Donc, ces différentes communautés constituent aujourd'hui ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient et qui sont un peu établis dans tous ces différents pays, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte et j'en passe. Et effectivement, le Liban, grâce d'ailleurs à la France, qui a permis aux chrétiens, en particulier aux maronites, d'obtenir le poste de chef, ou la fonction du chef de l'État, et même depuis l'histoire, grâce à l'intervention, donc les différentes interventions de la France, le Liban est devenu, je dirais, le noyau central où les chrétiens d'Orient, aujourd'hui, actuellement, dans les relations internationales contemporaines, s'expriment d'une manière libre. La France renonce donc à son amitié, à continuer son amitié et à soutenir les chrétiens d'Orient? Hélas, la France a beaucoup changé récemment. Donc il faut dire que historiquement, elle avait des relations séculaires avec les différentes communautés. Elle était le protecteur des chrétiens d'Orient. Plus tard, c'est la Russie qui le deviendra également sous l'Empire ottoman. Mais aujourd'hui, la France a adopté une politique qui renie en fait son devoir historique pour la simple raison qu'aujourd'hui, la France n'est plus la fille aînée de l'Église. La France n'est plus le pays catholique. Elle est un pays qui est complètement déchristianisé. C'est un pays qui se dit un pays laïque, donc en rupture avec ce devoir historique de protecteur des chrétiens en général, mais en particulier des chrétiens catholiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines et les relations historiques entre la France et les chrétiens d'Orient? Bien sûr. Alors, ces relations datent, je dirais, de Saint-Louis, ou plutôt des croisés. Quand les croisés se sont rendus au Proche-Orient, ils ont trouvé un écho favorable auprès des communautés chrétiennes, en particulier la communauté maronite, parce qu'on le sait, malheureusement, à l'époque, les croisés étaient surtout en conflit avec les Byzantins. Les maronites, qui étaient persécutés également par les Byzantins, ont aidé, contribué et ont combattu auprès des croisés. Et c'est la raison pour laquelle, après d'ailleurs sa victoire au Liban, Saint-Louis a accordé une protection particulière aux maronites, et cette déclaration a été confirmée par ses différents successeurs, dont d'ailleurs par le roi Louis XIV, qui a déclaré la nation maronite comme faisant partie de la nation française. Parallèlement aussi, même sous l'Empire ottoman, il y a eu ces fameux accords, donc les capitulations, où depuis le XVIe siècle, depuis Charles XII, la France a obtenu donc un statut, un pouvoir de protection des chrétiens grâce à ces capitulations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les capitulations? Ah oui, alors les capitulations, contrairement à certains qui pensent qu'il s'agit donc de traiter d'une victoire de la France, non, c'est totalement faux. C'est au XVIe siècle, quand les Ottomans ont vaincu les Byzantins, la France s'est rapprochée donc de l'Empire ottoman, qui était un peu l'équivalent aujourd'hui, un peu peut-être des États-Unis, donc l'empire le plus fort, le plus puissant, pour signer, pour établir avec lui des accords qui ont pour objectif, premièrement, de protéger les pèlerins chrétiens et catholiques en particulier, qui se rendaient à Jérusalem sur les lieux saints. Deuxièmement, protéger également, devenir le protecteur de ces lieux saints. Alors, ces différentes capitulations, ces accords ont été modifiés, ajoutés, confirmés, notamment avec François Ier, Charles IX, etc., Henri IV aussi.
Et à partir de là, la France est devenue traditionnellement le protecteur des chrétiens étrangers qui n'étaient pas ottomans, mais qui se trouvaient dans l'Empire ottoman, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les autres communautés chrétiennes bénéficiaient du système du millet, autrement dit, d'une certaine autonomie, d'un certain pouvoir au sein de l'Empire ottoman, et ils étaient placés sous la dimitude du sultan. La dimitude, et j'ouvre une parenthèse, ça veut dire la protection et l'engagement personnel du sultan pour protéger ces communautés, d'où le terme « il est sous ma dimitude », il est sous ma protection personnelle, et ça va de ma personne, de mon honneur, de protéger telle personne ou telle communauté. Et donc, voilà ce que c'est donc ces capitulations qui ont permis donc à la France d'être historiquement le protecteur des différentes communautés chrétiennes, que ce soit sous l'Empire ottoman, mais également, nous l'avons vu également en Perse, qui était devenu, je dirais, le dirigeant du monde chiite. Mais alors maintenant, si on fait un saut dans le temps, malgré son rôle historique millénaire, la France n'a reçu qu'un mandat sur la Syrie et le Liban, alors que les Anglais ont récupéré tout le reste. Comment l'expliquez-vous? Oui, effectivement, après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est disloqué. Et la France, qui d'ailleurs a eu ce rôle assez important sous l'Empire ottoman, qui d'ailleurs lui a permis en 1840 puis en 1860 d'intervenir quand il y a eu des massacres, des heurts entre les communautés chrétiennes et d'autres communautés, soit musulmanes, mais surtout les Druzes. Et d'ailleurs, grâce à l'entremise de l'émir Abdelkader, l'émir algérien Abdelkader, et c'était en vertu d'ailleurs une sorte d'extension donc de ces capitulations. Donc elle avait ce rôle assez important, en particulier en Syrie et au Liban. À la fin, donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu des discussions qui ont commencé entre les puissances qui ont vaincu l'Empire ottoman, en particulier entre les Anglais et les Français. Alors, et c'est là, malheureusement, où la France, qui est beaucoup plus ancienne que l'Angleterre, qui est beaucoup plus appréciée que l'Angleterre dans cette région-là, parce que les Anglais ont soutenu pendant les émeutes de 1860, et à l'issue desquelles, d'ailleurs, mon ancêtre, le cheikh Id Hatem, a été administrateur général du Mont-Liban. Il avait des relations particulières, d'ailleurs, avec lui, Napoléon Bonaparte. En revanche, les Anglais soutenaient les Druzes. La France, donc, qui a un passé historique beaucoup plus important, s'est fait avoir. D'ailleurs, on lui accorda que l'administration, ou plutôt la protection de deux endroits où il y avait surtout les chrétiens, et c'était d'ailleurs son objectif, la Syrie actuelle et le Liban. Mais préalablement, avant la signature des accords de Sykes-Picot, la révélation, si vous voulez, des accords de Sykes-Picot, il était entendu que la France devait également avoir sous sa protection une région beaucoup plus étendue, beaucoup plus importante, qui se trouve dans l'Irak actuel, Mossoul par exemple, et puis une partie également donc de la Jordanie. Or, nous l'avons vu, les accords de Sykes-Picot ont été, en vertu desquels d'ailleurs la France a obtenu un mandat de la Société des Nations, ont retiré la région de Mossoul, qui est riche d'ailleurs en pétrole, mais l'objectif de la France était surtout la protection des chrétiens qui se trouvaient majoritairement dans cette région. Les Anglais lui ont promis une certaine redevance, je dirais, pétrolière, qu'ils n'ont jamais d'ailleurs honorée. Et c'est la raison pour laquelle la France s'est simplement limitée à ce qu'on appelle la Syrie actuelle, et d'ailleurs c'est grâce à elle qu'il y a eu la création de la République et de l'État syrien actuel, et le Liban, il faut le dire aussi, que c'était le patriarche maronite, Monseigneur Owaye, qui s'était rendu en France en 1919 à la conférence donc, de la paix pour demander en particulier à la France de restituer les frontières du Liban à l'issue du mandat ou du protectorat. Et c'est d'ailleurs cette idée que les chrétiens d'Orient, en parlant de la France, ne parlent pas du mandat, mais parlent d'un protectorat, autrement dit la protection de la France aux chrétiens, en particulier d'ailleurs
aux chrétiens libanais. Et en 1920, le 1er septembre 1920, la France a effectivement déclaré la restitution ou la restauration des frontières du Liban telles qu'elles existaient en 1860. Mais alors, après cette indépendance pratique du Liban, est-ce que la France a abandonné les Libanais, en particulier les chrétiens? Alors, il faut dire une chose, c'est qu'en 1920, il n'y a pas eu une indépendance réellement donc, du Liban. Ce qui s'est passé en 1920, donc, il y a eu la déclaration donc, du Grand Liban. La France a doté le Liban d'institutions propres qui sont inspirées de celles de la Troisième République, en dotant quand même les chrétiens de plus de pouvoir. La présidence de la République a été octroyée à des chrétiens, Charles Desbasses de confession orthodoxe le premier, mais par la suite Émile Hédé, qui était d'ailleurs très francophile, était maronite, et depuis tous les présidents de la République sont de confession maronite. Il faut le dire d'ailleurs qu'en 1936, d'ailleurs, sous l'impulsion d'Émile Hédé, il y a un traité d'amitié franco-libanais a été adopté à l'unanimité par le Parlement libanais, mais il a été rejeté par la France sous le régime, hélas, de Léon Blum, qui à l'époque a commencé d'ailleurs, la France, à avoir un certain, je dirais, bémol vis-à-vis de ses relations avec le pays du Cèdre, avec le Liban. Ce n'est qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale que la France va se retirer du Liban, et non pas en 1920, donc ce n'était pas encore l'indépendance, et cela est à l'issue quand même d'un conflit entre les vichistes et les gaullistes. Et donc c'est une extension, je dirais, de l'épuration qui a eu lieu au Proche et au Moyen-Orient, avec la victoire à la fin du général de Gaulle, la retraite de la France du Liban et l'adoption d'un complément à la Constitution qui est le pacte de 1943 qui a de nouveau réassuré l'équilibre donc des pouvoirs entre les différentes communautés, mais surtout la fonction de présidence de la République aux chrétiens, en particulier les chrétiens catholiques, donc de rite maronite. Et c'est là où va commencer une nouvelle ère, je dirais, de relations entre le Liban et la République française. Alors, le général de Gaulle donc, a quand même, je dirais, suivi la politique de ses prédécesseurs vis-à-vis du Liban. Et cette politique a été en particulier adressée aux chrétiens libanais, mais également aux chrétiens d'Orient, parce qu'on sait très bien qu'il avait quand même des convictions chrétiennes et en particulier catholiques. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans la démarche du général de Gaulle, une amitié particulière vis-à-vis du Liban. Maintenant, même si on ne partage pas ses idées et ses opinions, force est de constater que cette fameuse déclaration en 1967, lors de la guerre des 6 jours, où il y avait ce conflit entre Israël et les pays arabes, où il a parlé, en parlant donc des Israéliens, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Cette phrase qui avait d'ailleurs causé une grande polémique à l'époque, et il faut souligner qu'un an plus tard, en 1968, le général de Gaulle, quand il y a eu une attaque de l'aéroport de Beyrouth par Israël, à l'issue donc d'une riposte à un acte de la résistance palestinienne, il avait décrété un embargo des armes donc, contre Israël, et il y avait une cinquantaine d'ailleurs de Mirage qui n'ont pas été livrés à Israël. Telle était donc la continuité, je dirais, de la politique du général de Gaulle vis-à-vis du Liban, mais en particulier des chrétiens d'Orient en général. Et ses successeurs, alors, qu'ont-ils fait?
Alors, les successeurs, ce qu'il faut, c'est que le président Pompidou n'a pas eu un long mandat, donc qui lui a permis, donc en fait, de voir donc ses relations avec les chrétiens d'Orient et en particulier le Liban, qui, comme je le disais, est le maillon central de l'existence et de l'exercice du pouvoir par les chrétiens. Mais il y a le président Valéry Giscard d'Estaing. Sous le président Valéry Giscard d'Estaing, on va voir que la France va être sous l'influence quand même de groupes de pression, aussi bien au niveau interne qu'au niveau international. Et le président Valéry Giscard d'Estaing, son mandat était assez faible au niveau international et on a vu que c'est là où il commençait à répondre quand même aux différentes, je dirais, directives donc de la part donc des États-Unis dans une période qui était très particulière. C'était la guerre froide entre l'Est et l'Ouest et nous les avons vus quand même sa position qui n'était pas très claire vis-à-vis des chrétiens du Liban pendant le début de la guerre civile en 1975. Et d'ailleurs, cette politique va changer quand même à la fin donc, du mandat de Valéry Giscard d'Estaing sous François Mitterrand. Donc il y avait une sorte d'équilibre. Comment François Mitterrand a-t-il gardé cet équilibre? Alors, je vais vous dire, c'est que Valéry Giscard d'Estaing, certains parlent effectivement, comme vous le dites, qui a su conserver cet équilibre entre les différentes communautés durant la guerre civile du Liban, certes, mais il n'avait pas, je dirais, il n'a pas donné à la France son poids et son rôle qu'elle devait exercer, en particulier au Liban. Et il fallait d'ailleurs attendre, paradoxalement, François Mitterrand, qui a été élu sous la bannière du Parti socialiste, donc de gauche, pour que le rôle de la France se redresse de nouveau au Proche et au Moyen-Orient. Son implication d'ailleurs active dans la guerre du Liban. Nous l'avons vu d'ailleurs quand il y a eu donc les massacres du part et d'autre dans cette région du monde où il a appuyé fortement les positions donc de la France et malheureusement il a payé le prix de son engagement. Nous l'avons vu, tout d'abord il y a eu le fameux assassinat de l'ancien ambassadeur Louis de Lamare, assassinat qui a été attribué à la Syrie. Pour quelle raison? Pour donner un message fort à la France d'arrêter son engagement dynamique, diplomatique au Proche et au Moyen-Orient, où les Américains commençaient à avoir un pas de plus en plus important, et puis d'autre part pour rompre ou geler les relations entre la France et la Syrie. Et comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas su réellement qui est derrière cet attentat qui a été attribué purement et simplement au régime syrien. Bon, malgré tout, donc la France a su maintenir, François Mitterrand en particulier, ce rôle, je dirais, et puis même ses relations avec la Syrie. Et comme vous l'avez souligné, effectivement, il a su maintenir un équilibre grâce d'ailleurs à Roland Dumas, son ministre des Affaires étrangères, qui me l'a confié, et donc je vous rends la confidence, c'est que François Mitterrand travaillait avec lui une sorte de tirer d'un côté comme de l'autre sur la corde. Moi je tire de ce côté et toi tu tires de l'autre. Moi je me rapproche des Israéliens, du lobby sioniste, et toi de ton côté tu te rapproches des autres puissances sur le terrain, notamment donc des pays arabes, ce qui a permis d'ailleurs à Roland Dumas de se rapprocher de l'ancien président syrien Hafez el-Assad, de maintenir des relations également avec les Palestiniens, de pouvoir également soutenir des différents groupes qui sont sur le terrain et de pouvoir négocier d'ailleurs les otages, parce que aussi c'est l'une des conséquences de la, je dirais, de la fortification du pouvoir et du rôle de la France, c'était aussi cette fameuse prise d'otages qui a eu lieu à Beyrouth, où il y avait quand même un imbroglio, on ne savait plus qui prenait qui, etc. Donc c'était Roland Dumas qui était intervenu d'ailleurs aussi en Iran pour libérer ces otages, comme ont fait ailleurs d'autres groupes parallèlement, notamment les réseaux Charles Pasqua,
par l'intermédiaire de Jean-Charles Marchiani, qui est intervenu également et parallèlement aux efforts de Roland Dumas. Alors, la France a été aussi attaquée, hélas, son unité qui a participé à la force multinationale avec un attentat au Drakkar, donc qui a coûté la vie à des soldats pour lui livrer un message que on ne veut pas de France puissante, on ne veut pas de France qui existe au Proche et au Moyen-Orient et qui a un leadership régional. Il faut suivre la politique atlantiste, il faut suivre en fait les États-Unis, et donc c'est ça la conséquence en fait de la politique de François Mitterrand. Alors on verra que après Jacques Chirac va essayer de continuer en donnant toujours cette ampleur importante et ce rôle, je dirais, de la France sur la scène internationale, mais qui va quand même être amoindri, et c'est là où on va commencer à sentir une certaine rupture avec le changement, je dirais, de la politique arabe de la France, avec une sorte de lien qu'elle va nouer avec le groupe, pas le groupe de pression arabe, mais plutôt le groupe de pression sioniste, avec notamment Lionel Jospin. Et on se souvient des déclarations fâcheuses en 2000 de Lionel Jospin, qui ont dérangé beaucoup les Libanais, mais aussi les Palestiniens. Et d'ailleurs, il a reçu un accueil qui n'était pas du tout d'ailleurs chaleureux à l'université de Birzeit quand il a entamé cette visite sur place. Voici les premières pierres. Les gardes du corps français protègent Lionel Jospin. Alors continuons la liste des présidents. Après Chirac, donc, vient Sarkozy. Qu'a-t-il fait? Écoutez, justement, c'est sous Nicolas Sarkozy que la rupture, je dirais, entre la France et ses engagements particuliers vis-à-vis des chrétiens d'Orient va être totalement rompue, parce que Nicolas Sarkozy va avoir, comme on le sait depuis d'ailleurs sa campagne, une politique pro-atlantiste, pro-américaine. Il va se rendre d'ailleurs aux États-Unis, il va rencontrer le président George Bush, il va prendre un engagement, comme il l'a dit, essentiellement pro-israélien. On disait que Jacques Chirac ne voyait la politique du Moyen-Orient qu'à partir du prisme du Liban, compte tenu de ses relations particulières avec Rafik Hariri. Et Nicolas Sarkozy ne va regarder le Moyen-Orient et les relations d'ailleurs internationales qu'à partir de ce regard en passant par Tel Aviv et par Israël. Ce qui va le pousser en fait à adopter le langage et le projet et la vision sioniste à l'égard des chrétiens libanais qui, on le sait, depuis Henry Kissinger, disait aux chrétiens du Liban, de toute façon, vous les chrétiens d'Orient, vous n'avez plus votre place en Orient, parce que ce fameux projet, projet Kissinger, qui d'ailleurs rejoint celui de Daesh, dont l'une des thèses et l'un des slogans, c'est la destruction donc de Sykes-Picot, c'est de créer des entités musulmanes, des mini-États musulmans au Proche-Orient, qui justifient donc l'État juif d'Israël dans cette région du monde, et chasser les chrétiens. À l'époque, Henry Kissinger, quand il a été voir l'ancien président chrétien maronite du Liban, Frangillier, lui a dit que les chrétiens sont voués plutôt à aller immigrer aux États-Unis et au Canada. Et d'ailleurs, c'est ce même discours qu'a répété Nicolas Sarkozy au patriarche maronite lors d'une visite effectuée par ce dernier, par Monseigneur Béchara Rahi à l'Élysée. Et cette réunion a failli mal terminer, où le président Sarkozy a failli mettre un terme à cette rencontre, où le courant n'est pas passé entre les deux, où le patriarche Rahi a fait savoir au président Sarkozy que ce langage, c'est pas le langage traditionnel de la France et de son engagement historique et millénaire en faveur de la protection des chrétiens
dans cette région du monde, mais c'est le fameux discours, je dirais, c'est l'argumentation sioniste qui va à l'encontre des intérêts des chrétiens, de pouvoir les faire immigrer, les faire expulser, en montant les différentes communautés musulmanes contre elles, en créant une tension, en mettant de l'huile sur le feu et en poussant les chrétiens vers une immigration. Et Sarkozy avait répété pour le pape, eh bien, ça sera votre immigration vers l'Europe, vers l'Union européenne, où il y a 27 pays qui sont capables de pouvoir vous accueillir. À son retour d'ailleurs au Liban, le patriarche maronite, après avoir d'ailleurs démontré ou fait état donc de son mécontentement en sortant de cette réunion sur le perron même de l'Élysée en s'adressant aux journalistes, en rentrant au Liban, il s'est entretenu avec son homologue Monseigneur Azim, l'archevêque donc des Grecs orthodoxes, et en insistant sur la nécessité de créer un lien entre les maronites, les grecs catholiques, les orthodoxes, tous les chrétiens d'Orient, et avoir un autre point de chute, avoir un autre, je dirais, protecteur pour ces communautés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les chrétiens d'Orient ne misent malheureusement plus sur la France, mais sur la Russie, qui a renoué avec ses traditions chrétiennes et qui, comme elle était déjà sous l'Empire ottoman, mais qui était réservée essentiellement aux communautés orthodoxes, était le protecteur des orthodoxes. Aujourd'hui, la Russie est désormais le protecteur ou la protectrice de l'ensemble donc des chrétiens d'Orient en général. François Hollande, bien sûr, est-ce qu'il a réparé ses erreurs ? Alors, il faut dire une chose, c'est que François Hollande, personnellement, n'a pas une vision particulière des relations internationales, en particulier sur le conflit du Proche et du Moyen-Orient, sur les chrétiens d'Orient en général. Il est malheureusement, il se relaie là-dessus sur des conseillers et sur une équipe. Malheureusement, il a été très mal entouré, en particulier son ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui, tout le monde le sait, avait une politique qui rappelle celle de Nicolas Sarkozy à l'égard du Proche et du Moyen-Orient, qui suit le projet sioniste, autrement dit, inciter des mouvements intégristes pour semer, pour détruire les structures nationales, étatiques, les différentes patries, les différents États. Nous l'avons vu d'ailleurs au Maghreb, en Libye, en Tunisie, en poussant les islamistes au pouvoir. Nous l'avons vu également en Irak, et la conséquence qui est aujourd'hui la montée en puissance de l'État islamique, mais également la position dramatique de la France à l'égard de la Syrie, où il y avait des dignitaires religieux chrétiens qui sont venus l'alerter. Il y a Monseigneur Laham, qui est le patriarche melkite grec orthodoxe, qui s'est insurgé à plusieurs reprises. Monseigneur Laham, et également le patriarche grec orthodoxe, le patriarche maronite, Monseigneur Raï, et également la mère Marie-Agnès de la Croix, qui à plusieurs reprises s'est rendue en France. Elle a fait des conférences, elle a fait des déclarations pour alerter l'opinion publique, pour alerter le gouvernement français. Et qu'est-ce nous avons entendu? C'est que la fameuse déclaration, d'ailleurs ahurissante, de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui considérait que le front Al-Nosra, autrement dit Al-Qaïda en Syrie, qui faisait du bon boulot en Syrie. L'objectif étant de détruire l'entité syrienne, comme on a détruit l'entité et l'État en Irak, de ce fait détruire même Sykes-Picot et permettre à ce groupe qui, entre guillemets, au départ, c'était des rebelles soi-disant contre le régime, mais c'est complètement faux, parce que comme l'a indiqué la mère Marie-Agnès de la Croix, il s'agissait donc de groupes de mercenaires, d'une construction préalable qui veut absolument déstabiliser les États, créer ce chaos
et créer des déportations donc de population. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et je m'étonne que quand même quelqu'un qui puisse être quand même ministre des Affaires étrangères n'ait pas une connaissance réelle des différents projets politiques qui existaient même du temps de l'Empire ottoman, même de la Russie des Tsars avec le problème des Tcherkesses, même du temps des Ottomans, comme je disais, avec l'Arménie. Et donc c'est une continuité, je dirais, sous Laurent Fabius, de la politique entamée sous Nicolas Sarkozy, et qui va à l'encontre d'ailleurs des intérêts fondamentaux de la France, qui a perdu toute sa crédibilité dans les deux endroits où elle se trouvait, en Syrie, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi au Liban, pour les différentes raisons où les chrétiens libanais, et bien sûr les musulmans, parce que aussi la France a réussi à mettre d'ailleurs tout le monde à dos, aussi bien le groupe du 14 mars que le 8 mars d'ailleurs, ce qui explique peut-être éventuellement le fait que le ministre des Affaires étrangères ait reporté son voyage au Liban. Aujourd'hui, les Libanais en général, mais les chrétiens en particulier, n'ont plus du tout confiance en la France. C'est la raison pour laquelle ils se retournent vers la Russie. Nous l'avons vu en Syrie, mais nous le voyons aujourd'hui aussi au Liban. Même d'ailleurs au-delà des chrétiens, au-delà des Libanais, l'Arabie Saoudite, qui d'ailleurs a toujours misé sur les États-Unis, aujourd'hui, elle ouvre certains canaux vers la Russie, qui devient aujourd'hui la puissance incontournable au Moyen-Orient pour lutter contre l'hégémonie américaine, et elle redevient ce qu'elle était sous l'Empire ottoman avec la France, la protectrice des chrétiens d'Orient. Vous avez indiqué, pour terminer donc cet entretien, nous reparlons des chrétiens directement, de l'attitude de la France vis-à-vis des chrétiens d'Orient. Vous indiquez que Sarkozy, Fabius ont eu des attitudes défavorables. Cependant, ils ont toujours fait des déclarations, en tout cas assez récemment, en leur faveur. Même le gouvernement de Hollande a pris des mesures pour faciliter les démarches des chrétiens qui voudraient émigrer en France. Eh bien, figurez-vous que contrairement à ce que pense le gouvernement français, à ce que pensent les gens qui sont au pouvoir, ces chrétiens, comme d'ailleurs l'ensemble de ces émigrés, n'ont pas envie de quitter leur territoire, n'ont pas envie d'immigrer vers l'Europe, vers l'Occident, vers le Canada, comme on veut absolument leur mettre dans la tête. Ces gens ont envie de rester sur leur territoire. Ils ont envie qu'on leur permette de le faire, au lieu de soutenir leurs détracteurs et ces groupes qui sont des fanatiques et qui sont des groupes militaires ou paramilitaires qui ont bénéficié d'ailleurs d'une couverture politique. Comme tout le monde le reconnaît, c'est le général Harris aux États-Unis. Même Madame Clinton a reconnu que c'était une erreur. D'ailleurs, c'est toujours à la fin, quand on dit que c'est une erreur. L'intervention en Irak, c'est une erreur. La création ou l'encouragement de Daesh est une erreur. Comme la création et l'encouragement du Hamas aussi, c'est une erreur. Or, il ne s'agit pas d'une erreur. Il s'agit d'une faute, d'un crime grave qui a pour objectif de déstabiliser l'ensemble, de créer ce chaos, de créer en plus ce déplacement. C'est ce qu'on en parle, le grand déplacement. Eh bien, effectivement, il est provoqué par cette politique criminelle que subissent aujourd'hui l'ensemble des populations du Proche et du Moyen-Orient, et en particulier ces différentes communautés dont on en parle très peu, dont on exploite leur situation. Effectivement, vous avez raison, de temps en temps on utilise la formule, le marché d'ailleurs, des chrétiens d'Orient, qui entre parenthèses peut rapporter aussi de l'argent à certains, pour pouvoir démagogiquement l'utiliser dans des formules de politique politicienne pour démontrer le manque de coexistence intercommunautaire au Proche et au Moyen-Orient et permettre la destruction des entités et des États qui existent là-bas en faveur de la destruction totale de Sykes-Picot
et l'établissement d'un nouveau Moyen-Orient, la fameuse formule qui a été utilisée par les Américains et leurs alliés.